Du musst, Alain, il faut. Unvermutet und ungeplant habe ich die Aufgabe bekommen, vom Gorki-Theater Sie auch im Namen des Theaters zu begrüßen. Und natürlich begrüße ich Sie besonders herzlich im Namen des Passagenverlages zu unserem zweiten Passagengespräch im Gorki. Ich möchte gleich zu Beginn danken dem Gorki-Theater, besonders Holger Kuhler, der auf der Seite des Theaters mit uns diese Veranstaltung organisiert. Ich möchte den Passagenmitarbeitern danken, die diese Veranstaltung vorbereiten. Wer sowas schon mal gemacht hat, der weiß, wie viel Arbeit da drin steckt, im Kleinen, damit dann so ein Abend zustande kommt. Ich möchte auch dem Institut Français de Berlin danken und der französischen Botschaft, die unsere Arbeit hier unterstützen. Und ich glaube, ich habe keinen vergessen. Ach so, ja doch, das Philosophie-Magazin hat uns jetzt noch in letzter Minute als Medienpartner gejoint, oder wie sagt man da? Und das ist ja auch eine schöne Sache. Und da freuen wir uns auch drüber, weil wir dankbar sind über jede Initiative und jede Beteiligung an der Verbreitung dessen, für das wir uns einsetzen. Besonders herzlich begrüße ich natürlich Alain Badiou, der heute Abend für 2 Stunden uns zur Verfügung steht, seine Ansichten, die Sie ja wahrscheinlich schon aus der Lektüre kennen, zu erklären. Wir werden sicher wir wollen beginnen mit den aktuellen politischen Entwicklungen und von dort, so ist der Plan, dann zu seinen Kategorien, zu seinen theoretischen Ansätzen, mit denen er heute nicht nur die Krise, sondern überhaupt unsere Zeit analysiert, zu kommen. Und am Schluss, im letzten Drittel, wollen wir mit ihm über das Theater sprechen, oder wird er über das Theater sprechen, oder soll er über das Theater sprechen und uns sagen, wie seiner Meinung nach das Theater an der Entwicklung einer neuen emanzipatorischen Politik beteiligt ist oder wie das Theater in diese Richtung wirken kann. Weil ich die Übersetzung höre, die Sie wahrscheinlich auch hören, möchte ich auch noch, bevor wir beginnen, unserem Übersetzer da oben, den ich nicht sehe, aber der den Überblick hat, danken, weil es ist verdammt schwer, so etwas simultan zu übersetzen. Vincent von Wroblewski. Ich denke, ich muss Alain Badiou Ihnen nicht vorstellen. Sie kennen ihn alle. Er ist sicher heute unter den zeitgenössischen kritischen Gesellschaftsdenkern einer der bekanntesten weltweit und nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der radikalsten. Seine Radikalität ist begründet. Die ist übrigens die ist sicher auch der Grund, warum er bei jungen Lesern oder jungen Menschen einen guten Stand hat. Er ist aber auch deshalb, denke ich, wird besonders viel gelesen und interessiert gelesen, weil seine radikalen Positionen in ein System, in ein kohärentes philosophisches Denken eingebettet sind. Das hat sicher einen gewissen Charme. Und natürlich, das werden Sie sehen in den nächsten 1,5 Stunden, gehört auch dazu, dass er nicht nur über das Theater schreibt und auch Theaterstücke schreibt, sondern auch gern auf der Bühne ist, was ihn auch besonders überzeugend macht. Ich habe heute gelesen, dass
Heute gab es eine Umfrage und da wurde gesagt, dass 81% also in Deutschland der Bevölkerung der Meinung sind, dass die Regierung die Flüchtlingskrise nicht im Griff hat und dass Frau Merkel nur noch 46% Zustimmung hat, was dramatisch ist gegenüber 58% im Januar und 71% noch vor 2-3 Jahren. Mit anderen Worten, die verstärkte Migration aus dem arabischen Raum, hauptsächlich aber auch aus Afghanistan, aus Syrien, Kriegsflüchtlinge, aus den Ländern, die schon Kriegsflüchtlinge haben und die jetzt weiterziehen, verändert unsere Gesellschaft dramatisch. Wir wissen offenbar nicht damit umzugehen. Wir schwanken und die Politik schwankt zwischen der humanitären Geste. Natürlich darf man Flüchtlinge nicht ertrinken lassen und auf der anderen Seite der Angst davor, dass dieser Flüchtlingsstrom, wenn er weiter zunimmt, die Länder der Europäischen Union oder sprich Deutschland so verändert, dass wir das in einiger Zeit nicht mehr wiedererkennen. Von deiner Position her, aus deinem Denkgebäude her, wie würdest du auf diese Flüchtlingskrise reagieren? Je voudrais dire d'abord que, avant qu'il y ait une crise des réfugiés, il y a une crise du Moyen-Orient. Les réfugiés sont un effet, ils ne sont pas une cause. La cause, c'est la situation dramatique du Moyen-Orient. Et dans cette situation dramatique, il y a une responsabilité du monde occidental. Après tout, ce sont les États-Unis qui ont détruit l'État irakien. Ce sont les Français qui ont détruit l'État libyen. La crise en Syrie est une crise complexe, mais elle oppose en un certain sens les Russes aux Américains sur la question de la solution politique. Donc, il faut quand même partir, si on veut voir cette question des réfugiés tranquillement, il faut partir de la crise politique qui a détruit en réalité la situation au Moyen-Orient. Ça, c'est le premier point que je veux dire. Les gouvernements européens doivent dire clairement deux choses. Premièrement, ont-ils les moyens, proposent-ils une politique pour régler la question du Moyen-Orient? C'est-à-dire pour intervenir sur la cause de la situation actuelle. Et deuxièmement, ils doivent dire que s'ils ne peuvent pas régler cette question de la crise au Moyen-Orient, eh bien, il faut bien qu'ils acceptent les réfugiés. Je ne vois pas d'autre possibilité en ce qui concerne cette crise que de dire ou bien on traite la cause, à savoir la raison pour laquelle les gens s'enfuient par millions de certains pays du Moyen-Orient, et puis ensuite on ne veut pas non plus traiter les effets, c'est-à-dire le fait que ces gens s'en vont parce qu'ils ne peuvent plus vivre là où ils sont et qu'ils vont là où ils pensent qu'on peut vivre. Voilà. Ça, c'est une question tout à fait humaine qui concerne l'humanité en général. Et si on ne peut pas traiter la cause, il faut traiter les conséquences. Je ne vois pas comment on peut faire autrement sans devenir quand même, sans avoir une espèce de responsabilité criminelle par rapport à une élémentaire conception des droits de l'homme. Et je dirais simplement en plus que la peur n'est jamais, on le sait, bonne conseillère. C'est un vieux proverbe. Et qu'avoir peur des étrangers, avoir peur de gens qui viennent, se refermer au fond dans son identité, dans la conception qu'on se fait de soi-même,
cela a toujours conduit à de terribles désastres. C'était mes premières remarques. Ja, also das ist eine Bemerkung, würde ich sagen, im Rahmen traditioneller Überlegungen, die Schuld der Amerikas durch das Eingreifen im Irak, Afghanistan, das ist ja vielfach festgestellt, auch die koloniale Schuld, die Aufteilung des Nahen Ostens nach dem Ersten Weltkrieg wird ja immer wieder angeführt. Das sind Dinge, die nun mal so geschehen sind und auf die, soweit ich das sehe, die einzelnen europäischen Regierungen überhaupt keinen Einfluss mehr haben. Also das sind doch andere Spieler im Gange. Und die nächste Frage, also wenn wir mal davon ausgehen, dass das zu weiteren Verwerfungen innerhalb der Gesellschaften, europäischen Gesellschaften führen wird, zur Zunahme des Rechtsextremismus auf der einen Seite, und zwar eines militanten Rechtsextremismus, weil die Angst kann man ja nicht einfach wegdiskutieren, von denen diese Leute getrieben sind. Und auf der anderen Seite auch die zunehmende Hilflosigkeit diesen Phänomenen gegenüber. Da muss man doch andere Überlegungen grundsätzlicherer Natur anstellen. Also die herkömmliche Politik kann ja nur manövrieren, ausgleichen und kurzfristig Verbesserungen erzeugen, aber die wirklich, also lösen kann sie die Krise doch wohl nicht. Also ich würde mal behaupten, sie zerstört das Innere unserer Gesellschaft, also die einzelnen Länder, und man sieht ja auch schon die Reaktion extrem in Schweden und das wird auch in Deutschland so kommen. Und auf der anderen Seite zerstört es doch die Europäische Union, die einfach, wir sehen, es lässt sich nichts mehr gemeinsam regeln. Wie soll man darauf reagieren? Gibt es nicht eine grundsätzlichere Frage dahinter? Oui, mais on ne peut quand même pas dire les gens ont peur des étrangers. Donc, on ne peut pas faire quelque chose parce que sinon, on va avoir l'extrême droite. Donc, ce n'est que peur, tout ça. Hein, la peur des étrangers et après la peur de l'extrême droite. Il y a un moment où il faut décider en politique. Il y a un moment où il faut décider. Et si on bloque l'arrivée des réfugiés, il va falloir fermer les frontières. Si on ferme les frontières, on va à la fois disloquer l'Europe et ouvrir la violence. Parce que fermer les frontières, ça veut dire la violence. Il faut bien savoir que quand on ferme les frontières, ça aboutit à un moment donné où on tue les gens, où on les laisse se noyer dans la mer. Fermer les frontières, ça n'est pas quelque chose d'abstrait. Parce que vous savez, et je crois qu'il faut insister sur ce point, les gens viennent parce qu'ils ne peuvent plus vivre là où ils sont, c'est tout. Et ils ne viennent pas pour le plaisir, ça c'est une blague d'extrême droite. Personne ne part de son pays dans des conditions dramatiques sans savoir s'il va trouver une place ou un métier pour son plaisir ou par tourisme. Les millions de gens qui sont réfugiés dans le Moyen-Orient et qui se dirigent vers là où ils pensent qu'ils peuvent vivre, ils continueront à venir tant que la crise au Moyen-Orient ne sera pas réglée. Donc ces gens vont continuer à venir. Vous savez bien que déjà depuis des années, des gens qui viennent d'Afrique, pas du Moyen-Orient, mais d'Afrique, sont prêts à prendre tous les risques pour venir. Ils savent très bien qu'on peut se noyer, qu'il faut mettre quelquefois 1 an, 2 ans pour faire le voyage, il faut payer des passeurs, il faut prendre des risques terribles. Et ils le font. Et ils le font pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut connaître les chiffres. La moitié de l'humanité n'a rien.
la moitié de l'humanité est sans ressources, littéralement. Et je donne un autre chiffre. Il y a aujourd'hui 64 personnes qui possèdent l'équivalent de ce que possèdent 3 milliards d'autres personnes. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Alors ne nous étonnons pas qu'il y ait des désordres très importants et qu'il y ait de très grands mouvements de population. Alors moi, ma position est très claire. Si on ne peut pas résoudre, si on ne s'attaque pas à la cause de tout cela, qu'au moins on accepte les conséquences. On ne peut pas à la fois dire « Ah ben le monde est comme ça, je n'y peux rien ». Oui, c'est vrai, il y a des inégalités énormes, il y a des pays entiers où on ne peut pas vivre, d'un côté, et puis dire de l'autre, je ne veux pas de réfugiés. Ça, c'est une position contradictoire et inhumaine. Et donc, elle ne tiendra Aber pas. das ist die Position, die sich jetzt zu entwickeln scheint. Das ist die Position, die sich jetzt überall zu entwickeln scheint. Also seit letzten Sommer haben wir genau diesen Wechsel. Also es ist ja kein Wunsch von uns, sondern wir sehen das und überlegen, wie wir trotzdem die Flüchtlinge empfangen können. Eh bien, oui, je crois que dans ce cas, si on est présent véritablement dans une situation qui est à la fois terrible et qui semble bloquée, eh bien, il faut intervenir, il faut agir, en tant simplement que l'on est soi-même à ce moment-là. Parce que si on continue à dire les États doivent intervenir, et s'ils ne peuvent pas intervenir, s'ils avouent qu'ils ne peuvent pas intervenir, je pense que ce qu'il faut, c'est organiser une protestation collective, parce que sinon, l'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Elle jugera très sévèrement cette situation terrible où d'un côté, on crée des situations de guerre, de destruction, des zones entières où il n'y a plus d'État, où il n'y a plus que des bandes armées criminelles, et on crée la fuite des gens devant tout ça. Ich erinnere mich daran, wie wir früher die Schweiz verachtet haben, dass sie die jüdischen Flüchtlinge zurückgewiesen hat an der Grenze und die dann Svantepede in die KZs gekommen sind. Das wird kommen, das denke ich auch. Ja. Exactement. Ja. Exactement. Et il faut savoir que refuser des réfugiés, c'est une décision dramatique. C'est une décision dramatique. Et l'Europe sera jugée en partie sur son incapacité à traiter ce problème. Ça, j'en suis certain. Et n'importe qui, dans ce cas, s'il ne veut pas être jugé, s'il ne veut pas être jugé, il doit faire ce qu'il faut pour ne pas l'être. Hein. Maintenant, pas quand l'histoire aura tranché. Déjà, il y a constamment des milliers de morts. Il y a des milliers de morts. C'est une situation, bien sûr, nous avons nos peurs, mais enfin, il y a des gens qui ne savent pas où aller par millions, et il y a des milliers de morts. Donc c'est une situation historiquement tragique, et tout de même, on ne peut pas rester là à dire ah oui, bon, que l'Europe fasse quelque chose. Parce que, apparemment, ce à quoi nous assistons, c'est une impuissance de l'Europe et une sorte de complicité égoïste de chacun des États qui, petit à petit, ferment leurs frontières en disant que les réfugiés aillent chez le voisin. Et ça, c'est une situation qui, je crois, réintroduit petit à petit la tragédie en Europe. Was man jetzt, wenn man diesen Teil mal zusammenfassen möchte, sagen kann, ist, dass wir einfach human oder humanistisch eigentlich im Sinne unserer Tradition reagieren müssen. Aber darüber hinaus müssen wir doch ins Auge fassen, was die Ursachen, du hast ja schon einige genannt, dieser sogenannten Flüchtlingskrise sind.
Und das sind die politische Aufteilung im Nahen Osten nach dem Ersten Weltkrieg, das ist die Politik der Amerikaner. Aber darüber hinaus sagst du doch auch, und ich denke zu Recht, dass wir den globalisierten Kapitalismus ins Auge fassen müssen, der diese Ungleichheiten in der Welt ja schafft und letztlich zu Situationen führt in einigen Ländern des Wohlstandes oder des relativen Wohlstandes, der ja auch nicht ein Wohlstand ist für alle, aber im Vergleich zu anderen Regionen der Erde, zu Afrika oder eben auch zum Nahen Osten, ist es ein Wohlstand. Und solange dieses Gefälle so enorm groß ist, werden wir Kriege, Kampf um Ressourcen, Flüchtlingsströme haben. Also die Ursache angreifen heißt doch, sich diese Gedanken machen und darüber hinaus natürlich auch zu fragen, welche Politik ist möglich oder welche Politik müssen wir eigentlich denken, wenn wir das Problem als Problem des globalisierten Kapitalismus sehen. Muss es dann nicht eine globalisierte Politik des Widerstandes, der Veränderung der Zustände in Richtung mehr Gerechtigkeit, in Richtung mehr Gleichheit geben? Oui, alors là, nous avons évidemment la cause de la cause, si je puis dire. Nous sommes sur... Quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que nous avons, au fond, une seule forme d'organisation économique, politique, sociale dominante. C'est le capitalisme mondialisé qui a vaincu et fait disparaître la tentative socialiste et communiste historiquement. C'est une affaire jugée, en un certain sens, aux yeux de presque toute l'humanité. Aujourd'hui, le développement économique, ça veut dire finalement le capitalisme et lui seul. Ce capitalisme est-il capable de donner du travail à l'humanité tout entière? C'est ça le vrai problème. Est-il capable d'utiliser l'énergie, la ressource, l'existence même, l'existence physique de l'humanité tout entière? Il semble bien en ce moment que la réponse soit négative. Le capitalisme semble incapable de donner du travail à l'humanité tout entière pour une raison théorique bien connue, qui est que le capitalisme ne peut donner du travail qu'à la condition que ce travail lui rapporte du profit. Donc, il est par exemple obligé de maintenir des horaires de travail considérables, alors même qu'il y a un très grand nombre de chômeurs. Un exemple français, sans même parler des abandonnés du monde, un exemple français, nous avons en France 10% de chômeurs. C'est une proportion énorme. Ça fait des millions de gens qui sont sans travail. Et néanmoins, la politique actuelle est d'augmenter les heures de travail en faisant disparaître la loi des 35 heures. Donc, ça prouve bien que le capitalisme est dans une contradiction fondamentale quant à sa capacité pure et simple à utiliser l'énergie humaine dans son ensemble. Le résultat, c'est qu'il y a, en effet, à peu près la moitié de l'humanité, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et même dans nos cités elles-mêmes, qui sont des gens errants, abandonnés, sans travail, ni maintenant ni dans le futur, et qui constituent une partie de l'humanité qui est en quelque sorte extérieure au système, qui est à l'extérieur du système. Alors ça prend différentes formes. Ça peut être des chômeurs qui errent dans les quartiers, ça peut être des réfugiés qui essaient de trouver quelque chose ailleurs, ça peut être des gens qui s'engagent dans des actions criminelles diverses et variées, des trafics, etc. Il y a toutes sortes d'effets possibles de cette situation, mais il y a cette situation. Alors pour répondre à ta question, je dirais, il y a les réfugiés, premier problème. À l'arrière-plan des réfugiés, il y a le fait que des situations dans le monde sont invivables pour des millions de gens. C'est-à-dire que des millions de gens sont dans des endroits où on ne peut pas vivre.
Et puis encore derrière, il y a cette situation globale qui ne semble pas devoir s'arranger du tout. Hein. On continue tous les jours à supprimer des postes de travail, à simplifier les procédures, etc., etc. Alors tu me dis quelle politique? Eh ben, en tout cas, une politique qui essaierait de défaire le caractère unique et imposé de cette construction monstrueuse. Alors voilà, si tu veux que je donne un programme, je vais pas donner un programme très général. Hein. Nochmal zurück zum Kapitalismus. Der hat ja, also du sagst, seit dem Ende seit 89, seit dem Ende der realsozialistischen Länder hat der Kapitalismus weltweit gesiegt und ist ohne Gegenüber. Der Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, das die Hälfte oder wie hast du gesagt, der Menschheit ohne Arbeit oder mit zu wenig Arbeit oder Einkommensmöglichkeit lässt. Aber das sozialistische System ist ja auch aus ökonomischen Gründen kaputt gegangen. Das hat es ja nicht besser gemacht. Oder wie siehst du das? Siehst du eine Rückkehr zu dieser Wirtschaftsweise? Also man muss ja dann, wenn man die kapitalistische Ökonomie, oder die Marktwirtschaft zerstören will, muss man ja eine andere Art zu wirtschaften haben, die dann auch die Organisation der Produktion und den Austausch und all diese Dinge regelt. C'est évident que si on s'attaque à tout ça, il faut changer quelque chose. Ça, c'est certain. Moi, je voudrais simplement rappeler, très simplement, qu'est-ce que c'est que cette idée nouvelle de l'organisation de la production, des échanges, de la vie sociale, etc., qui est née au XIXe siècle. Parce qu'il y a l'expérience négative du XXe siècle, mais l'expérience négative du XXe siècle, elle peut nous faire revenir aux idées antérieures, aux idées du XIXe siècle, à ce qui était vraiment désiré et voulu à cette époque. Or, finalement, ça tenait en 4 idées, 4 points, très simples, mais très compliqués à réaliser. Premier point, arracher l'organisation de la production des biens à la dictature de la propriété privée. Parce que, je vous le redis, qu'une soixantaine de personnes, aujourd'hui, disposent des biens identiques à ceux de 3 milliards d'autres personnes, c'est pathologique. C'est une maladie. Ça ne peut pas être l'ordre normal des choses. Nous avons aujourd'hui une aristocratie d'organisateurs de la société qui est plus restreinte que l'était la noblesse au XVIIIe siècle. C'est ça qu'il faut voir. Alors, quand on parle de démocratie, on parle d'une fiction. On parle d'une fiction, dès qu'on est au niveau réel de la possession. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'utilisation des capacités humaines, des capacités de chacun, est tout à fait insuffisante aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que le travail est beaucoup trop fragmenté et spécialisé. Moi, je connais personnellement des ouvriers africains qui sont des gens extrêmement intelligents, qui ont une grande expérience de la vie, qui connaissent plusieurs langues, et au fond, on leur fait laver des carreaux pendant toute leur vie. C'est aussi absurde. Et ça, il faut aussi contester, réorganiser la question de la division du travail, telle qu'elle est bâtie par ce système. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que on ne voit pas pourquoi il faudrait maintenir indéfiniment les divisions nationales. Au fond, le capitalisme est mondialisé, mais les gens, eux, ils ne sont pas mondialisés. La plupart d'entre eux vivent dans des endroits définis, ils ont une nationalité, ils ont une langue. En réalité, il faudrait que l'humanité elle-même devienne mondiale. Et on touche encore à la question des réfugiés, là, d'une certaine manière.
Et il est absurde qu'une partie de l'humanité ait peur d'une autre partie de l'humanité, qu'on dise que nous avons une culture qui doit être conservée contre toutes les corruptions par l'étranger, etc. Toutes ces idées sont des idées qui ont fait leur preuve historique comme des idées criminelles, malgré tout, avec les fascismes et les nationalismes des années précédentes. Donc ça, c'est la troisième chose. Et donc, pratiquer réellement en politique un internationalisme véritable, d'ailleurs, un internationalisme qui, en fait, vise à ce que l'humanité elle-même existe comme corps collectif. Et puis, à mon avis, le dernier point, c'est qu'il n'est pas sûr qu'il faille maintenir indéfiniment la séparation entre les dominés et les dominants, et en fin de compte, la séparation entre les gens, la société civile et l'État, en tant que figure autoritaire, armée, dotée de sa police, etc., et qui est le principe de l'ordre. Il y a peut-être d'autres manières d'organiser l'ordre social à un niveau local, élémentaire, que l'existence d'un État fort, policier et militarisé. Voilà, c'est ça. Ça, c'est les quatre idées fondamentales. Et il faut y revenir, voilà ce que je pense, il faut y revenir en faisant le bilan de l'échec du XXe siècle. Tu as l'air accablé. Naja, das ist unser Streitpunkt. Ich glaube, dass man die historischen Erfahrungen mit dem Versuch, diese Ideen zu realisieren, nicht vernachlässigen darf. Und ich sehe eigentlich, ich sehe kein, ich weiß, dass du sagst, ja, das waren historische Fehler. Aber das kenne ich natürlich aus dem Inneren der sozialistischen oder kommunistischen Bewegung. Da gab es viele Situationen, wo die internen Feinde haben halt die Fehler gemacht und die sich durchgesetzt haben, die haben den wahren Kommunismus, die waren die wirklichen Vertreter, die echten Kommunisten und haben halt die anderen erschossen bis zum nächsten Mal. Das sind doch Also offensichtlich ist es doch so, dass der Versuch, diese Ideen zu realisieren, bisher immer wieder in traditionelle Politikverhaltensweisen geführt hat. Und die Frage, die uns alle bewegt, ist, also wenn wir diese Ideen schön finden, ist doch, wie können wir sie realisieren, ohne jetzt den Verstand an der Garderobe abzugeben, ohne eine vernünftige Antwort zu haben auf das, was geschehen ist. Also die mehr ist als zu sagen, die haben Fehler gemacht. Ich bin überzeugt, dass alle Kommunisten seit Marx und Engels es gut gemeint haben. Das ist nicht das Problem. Ja? Das Problem ist, warum ist das passiert, was wir kennen aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das hätte ich wirklich gern gewusst. Alors, je voudrais d'abord te dire une chose. La situation actuelle n'est pas du tout raisonnable. Non, d'accord. Bon, il faut... c'est important, c'est un point important. Et il ne faut pas s'imaginer, quand on critique radicalement le monde communiste, et je participe à cette critique, je ne suis pas du tout partisan de retourner à ces formules, et je vais dire pourquoi. Mais il ne faut pas en conclure que ce qu'on a en ce moment est particulièrement bien et même que c'est mieux. Donc pour l'instant, nous avons affaire à la contradiction entre deux choses déraisonnables toutes les deux. Hein? Tu es d'accord? Oui. Alors c'est important de se constituer sur ce terrain, c'est-à-dire souvent sous couvert, en réalité, de critiquer le monde communiste, et il y a des raisons majeures de le faire, on ne fait finalement que valider la situation actuelle. C'est comme ça que ça marche pour l'essentiel. Das gibt solche, aber das ist nur eine der Möglichkeiten. Sorry. Il y a des gens qui font comme ça, mais c'est pas mon propos. Natürlich gibt es, da muss man wirklich aufpassen, natürlich wird es so benutzt. Aber das ist, glaube ich, nicht mein Punkt. Mein Punkt ist die Suche danach, wie man unter wirklich, also
auch unter der Voraussetzung, dass es zwei schlechte Systeme sind, wie man diese Ideen realisieren kann. Wir können uns ja darauf einigen. Il faut, tu as tout à fait raison, changer la manière de réaliser ces idées. Alors pour ça, il faut savoir comment elles ont été réalisées au XXe siècle. Au XXe siècle, le problème fondamental a été s'emparer du pouvoir d'État. On a appelé ça la révolution. Mais la révolution était définie de façon très précise. C'était le renversement de la domination politique existante et le fait de se saisir du pouvoir d'État et de l'exercer dans une autre direction. Mais le résultat a été qu'on a identifié le processus, la volonté communiste, appelons-la comme ça, on l'a identifié à l'État. L'État est devenu la puissance unique et décisive quant à la détermination de ce qui était socialiste et de ce qui ne l'était pas. Et cela était d'autant plus grave que l'organisation politique qui avait été chargée de la Révolution, le parti, a fusionné purement et simplement avec l'État. Ce qui veut largement dire que le parti a fusionné avec la police, avec l'autorité, avec le despotisme. Et donc on a eu exactement quelque chose qui était en fait une contradiction, un paradoxe, c'est-à-dire quelque chose qui était chargé d'accomplir le programme en 4 points que je t'ai rappelé, mais qui était hors d'état de le faire parce que ce programme contient, entre autres choses, justement le fait que l'État ne peut pas se charger de tout ça. Il ne faut pas oublier que la logique fondamentale de Marx lui-même, c'était l'idée de l'organisation d'un dépérissement de l'État. Pas du tout l'idée qu'on allait faire un grand État autoritaire qui imposerait la vision. Deuxièmement, l'internationalisme était une donnée fondamentale. Or, en fin de compte, les États socialistes ont été largement, surtout quand ils étaient puissants, des États nationaux qui ont imposé leurs intérêts nationaux à leurs satellites. Donc, il y a eu ce qu'on peut appeler une corruption étatique de l'idée communiste. C'est ça le point. Et évidemment, les gens pouvaient être sincèrement convaincus, ils n'étaient pas forcément des criminels de naissance, mais ils sont devenus cela, malgré tout, à cause de la corruption par le pouvoir d'État. C'est lui qui a été l'agent majeur. Et pourquoi ça ? Parce que l'idée initiale, c'était l'idée révolutionnaire. C'était une chose extraordinaire de prendre le pouvoir d'État. Ça avait échoué pendant tout le XIXe siècle. Il y avait eu des tas d'insurrections sanglantes, ratées, etc. Voilà que tout d'un coup, le pouvoir d'État était réellement aux mains du Parti communiste. Tout le monde a été exalté par ça. Des millions de gens étaient enthousiastes de ça. Mais finalement, ils étaient enthousiastes de quelque chose qui n'aurait dû être que le strict commencement du processus, et non pas le processus lui-même. Parce que vous prenez le pouvoir, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Aucun des problèmes n'a encore reçu de solution véritable. Où en est la division du travail ? Où en est la propriété réelle par les ouvriers eux-mêmes de leurs usines, et pas par l'État, des fonctionnaires d'État lointains? Où en est la réorganisation de l'internationalisme? Toutes ces questions sont ouvertes. Et l'idée que l'État était capable de résoudre ces problèmes a empoisonné littéralement tout au long du siècle l'idée communiste. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est assez rétrospectivement prévisible parce que, d'une certaine manière, l'idée communiste, c'est l'idée d'un mouvement et non pas l'idée d'un pouvoir. Ça, c'est très important. On a cru que la solution était du côté du pouvoir. Peut-être, en effet, fallait-il une dose de pouvoir, mais la solution n'était pas du côté du pouvoir. Elle était du côté du mouvement. Aber glaubst du nicht, dass diese Fixierung auf den Staat der Revolutionäre, der Träger der kommunistischen Idee, die war ja nicht, das ist ja keine, ich glaube, wie sagt man, das ist ja keine
also mir fehlt das Wort nicht ein, keine Staatsliebe oder so, sondern ich glaube, der Grund dafür ist, dass die den Staat erobern mit allen Apparaten, die ihm zur Verfügung stellen. Das hat den Sinn, den Raum für die Verwirklichung dieser Ideen zu schaffen. So habe ich das immer verstanden und ich denke, das ist auch eine sinnvolle Idee. Also in diesen ganzen, auch in diesen Kriegs- und Bürgerkriegssituationen hast du ja keine andere Möglichkeit als Macht, Polizei, Militär zu ergreifen. Sonst kannst du mit deinen Ideen träumen gehen. Also ich glaube nicht, dass die Entscheidung, sich den Staat zu unterwerfen, dass die eine Entscheidung ist, die man so treffen kann oder nicht treffen kann, sondern ich glaube, in einem realen, also in einem politischen Kampf ist es einfach eine Notwendigkeit, die Macht der anderen zu beschneiden. Oder wie siehst du das? Je ne dis pas qu'il ne fallait pas prendre le pouvoir d'État, mais je dis que c'est une contradiction de s'imaginer que la possession du pouvoir d'État et les moyens du pouvoir sont capables d'accomplir le programme communiste, c'est tout. Donc il faut d'autres choses, il faut des mouvements de masse réels, y compris pour surveiller et contenir l'État. Il faut donc des libertés démocratiques neuves. Il faut des organisations qui ne soient ni confondues avec l'État, ni entièrement anarchiques. Même Lénine a vu ça dans les années 20. Il faut qu'il y ait des organisations populaires qui surveillent l'État, qui le contrôlent, qui éventuellement s'y opposent quand c'est nécessaire. Donc il faut que le mouvement communiste soit en dialectique avec le pouvoir de façon constante et éventuellement négative. Tandis que ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ça. C'est l'idée que la possession du pouvoir était le moyen de réalisation des objectifs proposés. Et du coup, une partie de ces objectifs n'a pas du tout été appliquée, pas du tout été investiguée. Hein. Par exemple, l'organisation du travail dans l'Union soviétique était au moins aussi rigide, aussi spécialisée qu'elle l'était dans les pays capitalistes, sinon plus. Hein. Le dépérissement de l'État, n'en parlons pas. L'État était au contraire le fétiche autoritaire, et l'internationalisme a été largement une fiction manipulée. Donc en réalité, je crois réellement que la question de l'État est une question centrale dans cette affaire, quelle que soit la bonne volonté de ceux qui l'occupent, parce qu'un programme d'État, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que de nouvelles idées surgissent, et pour que les nouvelles idées surgissent, elles ne peuvent surgir que s'il y a une activité politique populaire généralisée, s'il y a des mouvements, éventuellement des mouvements contradictoires à l'État lui-même. Sinon, s'installe une espèce une idée, voilà, je vais te dire ce que... Il s'installe l'idée suivante, que malheureusement, la révolution et la guerre civile installent souvent. C'est l'idée que pour résoudre un problème, il faut trouver les ennemis. Pour résoudre un problème, il faut trouver les coupables du fait qu'il y a ce problème. C'est ça qui s'est installé. Chaque fois qu'il y avait un problème, qu'on voyait que la production, ça marchait comme ci, comme ça, que l'éducation, que tout ce que tu veux, chaque fois qu'il y avait un problème, l'idée était de mener une campagne pour trouver les ennemis qui étaient responsables de ce problème. Et ça, c'est typiquement les mesures de l'État. L'État, il fonctionne comme ça. Quand il y a un problème, l'État autoritaire, quand il y a un problème, il cherche les ennemis qui ont créé ce problème. Même chez nous actuellement, quand il y a eu les meurtres de masse horribles de novembre dernier, qu'a fait l'État? Il a déclaré la guerre, on ne sait pas laquelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé la police, absolument. Et il a permis à la police toutes sortes de choses qu'elle ne pouvait pas faire. Donc même un État aussi peu quand même féroce que l'État de notre président Hollande, il a quand même ce vice de l'État d'être tout à fait content quand la question, c'est la question de rechercher des ennemis, de les trouver et de les punir. C'était devenu la règle dans les États socialistes. Tu le sais toi-même mieux que personne. Oui. Donc je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire nous devons revenir aux idées communistes, mais nous ne devons pas les corrompre par les nécessités purement militaires, insurrectionnelles et autoritaires
de l'insurrection, de la révolution, etc. Nous devons nous méfier de l'État. Nous devons nous méfier de l'État au lieu d'être dans la joie extraordinaire, la métamorphose de son occupation. Et ça, c'est une illusion qui existe même au niveau, en laissant de côté Staline et tout ça. Moi, je me souviens très bien, quand François Mitterrand a été élu, on sortait de 25 ans de pouvoir de la droite. Alors, il y a eu une émotion, les gens sont descendus dans la rue, on a gagné, oui. C'était magnifique, Oui. tout le monde... Mais 3 ans après, tout le monde savait qu'il n'y avait rien eu, que c'était comme avant. C'était comme avant. Parce que la conquête de l'État, qui avait semé une telle joie chez tout le monde, avait au contraire corrompu ceux qui avaient pris l'État. Parce que très souvent, prendre l'État, c'est être pris par l'État, en réalité. Et l'État est un animal dangereux. Donc, le problème, c'est de savoir comment vous pouvez avoir des ressources politiques dans la population, dans les gens, dans la jeunesse, partout, des ressources politiques qui vont faire que votre politique ne sera pas seulement, ni même principalement une politique de l'État, mais sera organisée en dialectique avec l'État et éventuellement contre lui quand c'est nécessaire. Ja, ich glaube, das kann man sich ja, oder wie soll ich sagen, das kann man sich ja wünschen. Ich sehe nach wie vor nicht, aber vielleicht kannst du uns das auch ein bisschen da deine Gedanken noch erläutern, wie diese Unterordnung unter den Staat, wie die vermeidbar ist. Also nach meiner Kenntnis der Geschichte der sozialistischen Länder gab es ja viele Momente, wo Widerstand geleistet wurde gegen diese Verstaatlichung der kommunistischen Idee. Und diese Leute waren dann halt die Renegaten und wurden umgebracht. Also welche Politik gäbe es oder wie könnte eine Politik, wie könnten Organisationsformen deiner Meinung nach aussehen, die einerseits diese Verstaatlichung der kommunistischen Idee vermeiden können und die, wie soll ich sagen, die auch kraftvoll genug sind, Tendenzen zu widerstehen, die das im Auge haben. Also welche reellen Chancen welche Politik müsste es geben? Ich denke, du hast ja da Ideen. Ce que je sais, c'est qu'il faut d'abord décider d'avoir ce projet. Si tu me demandes des garanties complètes, je ne te les donnerai pas. Parce que je ne les ai pas. La question est d'abord de savoir si on a ce projet ou si on ne l'a pas. Et si le projet est mort, comme tel, tu vois, ça ne sert à rien de demander quel est son programme. Ça, c'est ma première remarque. Mais si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que, en tout cas, on sait maintenant une chose très importante. C'est qu'une politique émancipatrice, une figure de l'émancipation, ça ne peut pas être cristallisé, ça ne peut pas être représenté uniquement par un parti dont le but est de s'emparer de l'État. Voilà. Et il faut revenir sur cette idée. Cette idée qui a été, en un certain sens, victorieuse au début du XXe siècle, et qui, parce qu'elle a été victorieuse, a créé un enthousiasme considérable, qui a été imitée, répétée, repliée pendant tout un siècle. Il faut maintenant que nous l'abandonnions. C'est-à-dire le profil général d'une nouvelle politique, d'une nouvelle organisation, ça ne peut pas être un parti porteur de cette idée et dont le but est de s'emparer de l'État pour réaliser cette idée. Parce que quand le parti s'empare de l'État, il fusionne avec l'État, et en fait, nous n'avons même plus deux termes, nous n'en avons qu'un. Un seul terme. Moi, je dis souvent, alors je vais parler dans le jargon philosophique, hein, tu me permets. Oui, on attend ça. C'est que, en réalité,
ce qui s'est passé, c'est que on a affirmé le pouvoir du 2. Le 2, c'était État et parti. Et le parti mène la lutte, et l'État résiste, et finalement l'État est pris. Et donc finalement, là où on avait le 2, on a eu le 1. Alors comment empêcher qu'on ait le 1? C'est ça ta question. Comment empêcher qu'il y ait une capture par l'État? Eh bien, c'est qu'il faut avoir au départ 3 termes et pas 2. Voilà ce que je pense. C'est une politique qui doit se soucier de 3 niveaux différents et assurer que ces 3 niveaux continuent à exister et qu'on ne les supprime pas. Alors, c'est quoi ces 3 niveaux? D'abord, il y a le mouvement populaire. Il faut toujours revenir au fait que sans mouvement populaire, il n'y a pas de transformation historique et politique possible. Donc, il faut le mouvement populaire. Deuxièmement, il y a toujours l'État. À prendre ou à pas prendre, mais il y a l'État. C'est le deuxième terme. Et le troisième terme, ce doit être une organisation politique qui ne se confond ni avec l'État, ni avec le simple mouvement. Elle doit être intérieure au mouvement, mais elle doit créer une instance capable, au nom du mouvement, de contrôler, de surveiller, de transformer l'État. Donc je pense que la nouvelle politique, c'est une politique capable de circuler comme ça dans 3 termes distincts, sans que jamais aucun d'entre eux fusionne avec un autre. Au fond, la politique révolutionnaire, ça a été la grande glorification du 2, la contradiction. Bourgeoisie contre prolétariat, les masses révoltées contre l'État, etc. Et finalement, l'État socialiste contre ses ennemis. Finalement, c'était comme ça. Alors les ennemis, c'était des espions, des traîtres, etc. Et ce qui veut dire que ce 2 a toujours accouché de l'1, en réalité. Le parti a fusionné avec l'État, et finalement, on a eu que l'État socialiste comme totalité despotique chargée de toutes choses. Si on ne veut pas cela, il faut que la politique s'organise autour de 3 termes et non pas de 2. Et il faut qu'elle soit capable de circuler dans les 3 termes, qu'elle encourage les mouvements populaires au lieu de les réprimer, de les brimer, que l'organisation politique soit indépendante de l'État dans une large mesure, que l'État soit toujours surveillé par l'organisation politique au nom du mouvement, etc. Et que ça circule dans ces 3 termes. Et toute la difficulté, c'est d'inventer ces termes, mais ça se fera dans des expériences locales, par comment fonctionnent des comités qui sont à la fois opposés à l'État, liés à un mouvement, etc. Ça peut se faire historiquement par des expériences. Comment inventer ces 3 termes, et surtout, comment, à supposer qu'il y ait des victoires importantes de cette politique, comment les maintenir? Parce que moi, ce que je pense, c'est le maintien des données révolutionnaires dans la figure de la construction elle-même qui est décisive. Parce que, c'est une chose que je dis souvent, il y avait une grande maxime qu'on avait à l'époque des révolutions classiques, qui était, au fond, l'idée que la destruction porte la construction, que le négatif est créateur. Je pense qu'il faut se méfier de cela. Et je pense qu'il faut plutôt penser qu'il y a des choses à maintenir, justement, dans la figure gagnée par la Révolution. S'il y a une victoire, si on gagne quelque chose, il faut se soucier de ce qu'on va maintenir, et pas seulement de ce qu'on va détruire et de ce qu'on va supprimer. Parce que c'est ce maintien des 3 termes qui est la grande question d'avenir. Et à partir du moment où on a cette vision, à savoir, je dirais, les 4 points du communisme à réaliser par 3 termes, tu vois, on fait l'arithmétique politique, là. C'est-à-dire, vous voyez, finalement, je le dirais de façon extraordinairement abstraite, je pense qu'il faudrait passer d'une politique qui, au fond, combinait le 2 et le 1, parce que c'était ça. Il y avait le 2 et le 1. Et la prise du pouvoir, finalement, c'était le 2 devenant 1. Ça a été ça. Eh bien, je pense qu'il faut plutôt passer à une politique qui articule le 3 et le 4. Voilà.
C'est-à-dire les 3 termes, le mouvement, l'État, l'organisation, et les 4 points fondamentaux du programme qui définissent quand même la stratégie à ne jamais oublier. Donc il y a un programme à ne jamais oublier qui est le programme général de la stratégie communiste, et il y a une organisation de la politique à ne jamais oublier qui est le maintien des 3 termes. Voilà. À part ça, après ça, le reste, c'est une question d'aller voir ce qui se passe, parler avec les gens. On sait bien ça. Le reste, c'est le travail militant. Voilà. Et le travail militant, même du temps de Marx, etc., et il a duré plus d'1 siècle. Hein. Donc je ne peux pas te promettre quoi que ce soit pour demain. Also, das ist eine gute Lösung. Am Anfang ist die Mathematik, das hat nicht jeder gern, aber wenn man die Politik ändern will, ich meine, das, was du beschreibst, ist eine Änderung des Feldes der Politik. Also die parlamentarische Demokratie, hast du vorhin gesagt, ist eine Scheindemokratie. Jetzt gibt es aber, wie ordnest du da das Problem, also die Bildung einer neuen Politik oder dessen, was du jetzt als Politik genannt hast, deiner neuen Politik, also einer Politik, die auf diese Weise agiert, die du eben beschrieben hast, zu dritt und so, und die aber jetzt reell im Rahmen der parlamentarischen Demokratie funktionieren muss oder sich entwickeln muss. Also wenn du die parlamentarische Demokratie ablehnst, dann bildet sie trotzdem den Rahmen oder ist sie ein besserer Rahmen als keine parlamentarische Demokratie oder wie gehen wir da vor? La démocratie parlementaire, c'est le cadre de l'État, ça n'est rien d'autre. C'est le cadre de l'État, on le voit si bien. C'est bien la raison pour laquelle quiconque est élu dans le cadre parlementaire fait la même chose que ce qu'il y avait avant. Et ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il fait comme ça, parce que c'est le cadre de l'État. La démocratie parlementaire, c'est aussi quelque chose qui est pris par l'un de l'État, parce que pour être au pouvoir, il faut premièrement accepter les mécanismes généraux du capitalisme globalisé. On ne peut pas faire autrement. Personne ne peut faire autrement. Donc, tu me demandes comment faire. Eh bien, il faut le faire. Voilà. C'est-à-dire le faire indépendamment absolument du cadre parlementaire. Si le cadre parlementaire nous y autorise, très bien. Hein, c'est peut-être son avantage, justement. Il est peut-être plus avantageux que les figures dictatoriales. Parce qu'on peut peut-être quand même s'arranger pour faire pas mal de choses, mais ces choses doivent être faites à l'écart. Hein. Si vous voulez organiser, si vous voulez créer, ce que je vous dis, quelque chose qui est à la fois à distance de l'État, qui est organisé à minimum et qui est en relation avec les mouvements intéressants, il y a des mouvements, les mouvements intéressants qui se produisent dans la société, si vous voulez créer le 3, eh bien ça c'est possible. C'est possible dans des expériences qui peuvent être limitées au départ, mais on peut en citer toute une série aujourd'hui. Et si on veut, dans ce cadre de circulation entre le pouvoir d'État, les décisions qu'il prend, le minimum organisé qu'on a constitué, et les gens qui constituent le mouvement, à qui on parle, etc., si on veut le développer, le maintenir, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et si on veut faire circuler là-dedans la stratégie générale, eh ben, il faut en discuter aussi avec tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec les... Est-ce que ça ne vous parle pas mieux, les 4 points que j'ai rappelés, que ce qu'il y a? Donc, finalement, il faut un développement progressif des 3 termes dans des expériences qui, au départ, seront forcément des expériences tout à fait locales, mais ça a été comme ça dans le mouvement ouvrier pendant tout le 19e siècle. Les partis ouvriers, c'est venu très tard, à la fin du 19e, et puis ça n'a pas été brillant, finalement. Donc, n'ayons pas peur que la chose soit au début locale, patiente, multiple, multiforme. Le problème, c'est que la dialectique générale qu'on doit essayer d'obtenir, c'est qu'on est fidèle aux grands points qui dessinent un ordre politique, collectif, etc.,
totalement opposés au capitalisme globalisé, on est fidèle à ça, on essaie de faire des choses qui sont conformes à ça, qui sont proches de ça, et on le fait dans le système de la maintenance des 3 termes. Mais ça, je pourrais décrire des expériences. Moi, j'ai participé pendant longtemps à des expériences de ce genre dans les foyers d'ouvriers de provenance africaine dans la banlieue parisienne. Je sais ce que c'est, je peux te dire ce que c'est. Il y a un côté discuté et éduqué au niveau de la perspective générale, parce qu'au départ, ils sont comme tout le monde, ils ne croient pas que c'est possible, ils croient que le monde comme il est, on ne peut pas le changer, bon, on peut discuter avec eux, on peut les rallier à autre chose, et puis après, ça fonctionne avec la masse des ouvriers du foyer, qui est quand même, finalement, ce avec quoi il faut discuter en permanence, recueillir leurs idées, savoir ce qu'ils pensent, ensuite, quand même, un groupe organisé, mais très proche de la masse des gens, et puis le rapport à l'État, qui est ce qu'il est, qui à certains moments permet de remporter une victoire, à d'autres moments oblige à un recul, etc. Donc je sais ce que c'est concrètement. Donc le problème, c'est simplement que ça devienne une possibilité stratégique, une possibilité élargie. Et ça, je ne peux pas, personne ne peut le décider. Ça va dépendre d'événements politiques, de réactions des gens à telle ou telle situation, et de leur mise en cause du système existant pour telle ou telle raison qui sont les leurs. Du sagst irgendwo, dass die Erneuerung der Politik nicht nur mit politischen Mitteln erfolgen soll und kann. Also die Erneuerung der Politik in dem Sinne, den du eben beschrieben hast. Und du nennst das Theater als einen wichtigen Ort der Arbeit an dieser neuen Politik. Wie entsteht oder wie erklärst du diese Isomorphien zwischen der Theaterarbeit und der neuen Politik? Alors là, je crois qu'il faut voir assez ample, vous voyez. Je crois que nous ne pensons pas assez que si la politique est ce que j'essaie de dire qu'elle est, alors les moyens de la politique ne sont pas les mêmes que ceux de la politique ordinaire. Après tout, les moyens de la politique ordinaire, c'est quoi? La politique que nous connaissons ici en France, la politique parlementaire, quoi. Ben, vous savez que les moyens principaux de la politique sont des moyens médiatiques aujourd'hui. Les moyens de la politique, c'est pouvoir être présent maximalement dans les médias pour raconter quoi? Pour raconter qu'on est très bon et que le voisin est mauvais, en gros. Alors qu'on est à peu près pareil. Bon, alors ça, et c'est toute une affaire complexe. Hein, je ne dis pas que c'est simple, c'est une affaire complexe. Les médias, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, ils sont en fait tous possédés par des grands groupes capitalistes. Donc la négociation avec les médias, c'est en fait une négociation avec le capitalisme lui-même. Et la conquête des médias, c'est un point très important. Et finalement, la politique s'épuise dans une espèce de propagande continue à l'intérieur de l'espace qui consiste à préparer les prochaines élections. Alors, on prépare les prochaines élections et ça constitue un système de moyens particuliers pour lesquels, de surcroît, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Alors, il y a des cas où ça atteint des sommets, parce qu'il a été démontré que pour être président des États-Unis, il faut être millionnaire. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas faire autrement. Donc, beaucoup d'argent, les médias, une influence, en fait, une notion d'influence via la presse, la présence, etc., et quelques éléments programmatiques, en vérité, qui sont soit très limités, soit très mensongers. Alors, c'est-à-dire des choses qu'on ne fera pas, et quelques petites choses qu'on fera. Alors, si la politique est différente, les moyens sont complètement différents.
D'abord, nous n'allons pas négocier facilement avec des grands groupes capitalistes globalisés sur le programme communiste en 4 points. Ils ne vont pas nous donner des millions, hein, ça c'est sûr. Donc déjà, on a peu d'argent. Les médias sont largement contrôlés, donc on n'aura pas non plus beaucoup d'accès aux médias. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, notre seule ressource, ce sont les gens eux-mêmes. Ce sont les gens eux-mêmes, il faut bien voir ça. Donc la politique, ça veut dire parler aux gens et faire le trajet vers eux. Parler aux gens, y compris les gens qui ne sont pas comme vous, parce qu'il faut aussi savoir rompre avec son identité. Hein. Moi, quand j'ai commencé à aller dans un foyer ouvrier africain, c'est quand même des gens très différents de moi, hein, vraiment. Et il faut donc apprendre la possibilité extraordinairement enthousiasmante, je vous le garantis, de parler à des gens qui ne sont pas du tout comme vous. C'est beaucoup plus intéressant que de parler avec les gens qui sont comme vous. C'est pas pour dire du mal de toi. Hein, je veux pas te transformer immédiatement en un ouvrier malien. Oui. C'est pas le point. Mais dans la politique, il faut faire confiance aussi à cette possibilité qui fait exister la politique. Parce que quand on fait un trajet vers des gens qui ne sont pas du tout comme vous, et qu'on s'aperçoit, premièrement, qu'on peut se mettre d'accord sur quelques principes stratégiques, vision du monde, et que, deuxièmement, on peut mettre en branle par, alors là, des actions concrètes, et le rapport entre la masse des gens qu'on connaît, qui sont là, le petit groupe de ceux qui sont ralliés et les autorités qui sont en face, et qu'on peut faire circuler tout ça, eh bien, on sait qu'on est en train de faire de la politique. Voilà. Et ce n'est pas une politique médiatique, ce n'est pas pour être élu la prochaine fois, ce n'est pas pour raconter des blagues, c'est parce qu'on a fait exister la politique localement. Alors vous me direz, c'est local. Ben oui, mais ça commence comme ça. Il faut bien que ça commence quelque part, la politique. Ça a toujours commencé quelque part. Hein. Et même les grandes révolutions, même la révolution chinoise, elle a commencé dans les mondes Xinjiang, hein, un bled particulièrement perdu. Hein. Et ça a commencé là. Et si nous faisons une autre politique, elle commencera aussi quelque part dans des expériences déterminées. Et quelquefois, le fait d'avoir une réunion de 5 personnes dans un coin perdu, c'est tout à fait important. Il faut savoir que ça peut être tout à fait important, parce que ça indique la possibilité, ça indique le chemin. Alors c'est donc une vision concrète aussi, c'est une vision de choses qui sont effectivement possibles et qui demandent simplement, évidemment, qu'on se serve de soi-même, hein, qu'on se serve de soi-même comme on n'a pas d'autres ressources que les gens. Hein. Même si vous voulez à un moment donné, si vous avez besoin de quelques sous, pour faire un journal, pour faire un site internet, bon, il y en a parmi vous qui connaissent bien ce genre de choses. Et il faudra le demander aux gens aussi. Il faudra le demander aux pauvres, y compris. Et à quelques riches. Mais pas beaucoup. Alors, voilà, j'en viens à ta question, après tout, que j'ai abandonnée. Merci. Voilà, ce que je pense, c'est que les moyens, donc, ne sont pas les mêmes. Et alors, dans ces moyens qui ne sont pas les mêmes, je pense que, ça, je crois que ta question est tout à fait légitime, je pense qu'il y a des ressources possibles dans l'activité artistique, sous différentes formes. Parce qu'après tout, la ressource artistique, elle n'est pas forcément non plus de l'ordre de dépenser des millions dans les galeries. L'activité artistique, elle peut aussi avoir un enracinement très simple et très populaire. Et là-dedans, alors là, l'activité artistique, c'est la possibilité de créer des discussions collectives dans des occasions qui ne sont pas directement les revendications, etc. Et de ce point de vue-là, le théâtre est un élément privilégié. Il faut se rappeler qu'il a été très important déjà dans les révolutions classiques. Hein.
En particulier dans la Révolution russe, il y a eu une grande inventivité théâtrale dans les années 20, et pas seulement théâtrale d'ailleurs, picturale, etc. Dans la phase vraiment ascendante, effervescente de la Révolution bolchevique, il y a eu une activité artistique intense, cinématographique. Par exemple, je pense que dans l'art d'aujourd'hui, le documentaire cinématographique peut jouer un rôle tout à fait significatif, et il joue déjà un rôle tout à fait significatif en proposant une vision des situations complexes, difficiles, divisées, qui généralement n'est pas du tout celle qu'on trouve dans les médias. Pourquoi? Parce qu'ils interrogent les gens eux-mêmes. Ils interrogent, ou bien ils sont avec, ou bien ils participent aux gens eux-mêmes de la situation, et que c'est eux qu'on voit témoigner de ce qu'ils font, de ce qu'ils espèrent faire, etc. J'ai toujours été frappé de ce que, dans des situations qui, du point de vue médiatique, étaient lointaines, obscures, etc., on pouvait avoir un documentaire moderne, souvent un documentaire mélangé à la fiction, d'ailleurs un docu-fiction, comme on dit maintenant, qui révélait la situation de façon extrêmement intense, comme ça, extrêmement forte. Et c'est pourquoi je suis intéressé à ça. Je me suis toujours intéressé au théâtre. De toute façon, j'ai écrit des pièces, j'ai participé à des activités théâtrales depuis toute ma vie, et puis encore aujourd'hui finalement. Et d'une certaine manière, je pense réellement que le théâtre, le cinéma, certaines formes d'activité picturale, de performance, que tout ça, qui peut se faire avec des moyens limités, pas sans moyens du tout, mais qui peut se faire avec des moyens limités, peut s'inscrire, parce qu'on va y retrouver les trois éléments, évidemment. C'est-à-dire que dans ce type d'activité, vous avez les spectateurs, vous avez la masse des gens, vous avez les institutions qui acceptent ou n'acceptent pas, qui jouent le rôle de l'État, et puis vous avez les animateurs de tout ça, les créateurs, les inventeurs qui le proposent en discussion avec l'audience. Donc on retrouve les trois. Et en outre, si on regarde de près, on s'aperçoit que l'art, lui, l'art a toujours proposé les 4 points du communisme. Ah oui. Oui. Si vous regardez, au fond, l'art, premièrement, il est destiné à être approprié par tous. Et la propriété privée n'en est qu'une corruption. Hein. Le fait que quelqu'un ait le droit d'acheter un tableau magnifique et de le garder chez lui pendant un siècle, c'est une corruption de l'art. Ça n'a pas de rapport avec l'art. C'est une falsification, quand même, absolument. Donc il admet ce point. Il admet naturellement le point que l'art n'est pas en rapport avec la division du travail. Tous les artistes pensent que d'une certaine manière, tout le monde devrait être artiste, que même s'ils ont le privilège de l'être, c'est universel, l'activité artistique. Et puis naturellement, l'art ne se soumet pas aux impératifs de l'État, parce que l'impératif contre lequel l'art lutte toujours, c'est l'académisme, les règles académiques de l'art. Donc l'art est toujours surveillé et en même temps développé contre l'État. Et puis, à la fin des fins, et surtout aujourd'hui, l'art se propose et se présente comme absolument international, absolument proposé à l'humanité tout entière. Donc, l'activité artistique, mais je pourrais montrer que c'est aussi vrai à certains égards de la science et aussi finalement de l'amour, que tout ça est communiste. Voilà. C'est la politique qui ne l'est pas. Et c'est la politique qui ne l'est pas, en fait. Et c'est elle qui devrait le devenir, avec l'aide des arts, puisque eux le sont déjà peut-être depuis toujours. Peut-être depuis toujours, quand ils n'ont pas été trop esclaves des autorités. Du hast es jetzt gesagt, Liebe, Kunst, Theater, Philosophie sind kommunistisch. Kommunist im Sinne einer neuen, der Eröffnung eines neuen Möglichkeitsraums,
Was haben diese Felder gemeinsam, damit sie in diese neue Perspektive eröffnen können? Je pense que ce qu'ils ont de commun, qui est une idée qui a mis longtemps à se dégager dans l'histoire des hommes, ce qu'ils ont de commun, c'est l'idée qu'en définitive, l'humanité peut exister comme humanité. Pas simplement comme collection de groupes séparés, pas simplement comme collection d'identités séparées, mais qu'elle peut avoir un destin commun. Elle peut avoir un destin commun, non pas du tout contre les différences qu'il y a en elle, mais avec ces différences, au contraire. Je reprends mon exemple, que quand j'étais en train de parler avec un groupe d'ouvriers africains, nous étions à la fois complètement dans la même chose et en même temps complètement différents. Et je pense que c'est ça, c'est cette vision de l'humanité qui peut se fixer à elle-même des tâches communes sans que ceci veuille dire qu'elle renonce ou supprime les différences qui la constituent aussi. Et il ne s'agit pas de dire que, justement, il y a eu aussi un peu dans l'État socialiste l'idée que tout le monde était pareil. C'était un peu... Bon. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Le vrai communisme n'est pas du tout que tout le monde est pareil. Au contraire, d'une certaine manière, tout le monde est différent, on peut très bien dire ça. Mais ces différences n'interdisent pas qu'on puisse se retrouver dans des configurations communes. Communisme, ça veut dire commun, ça veut dire ce qui est commun. Mais ce qui est commun, ce n'est pas ce qui est pareil. Ce qui est commun, c'est ce qui est commun à des gens différents, justement. Disons, ce n'est pas la peine de parler de quelque chose de commun si tout le monde est déjà pareil. Donc ce qui est commun, c'est ce qui est commun à des gens complètement différents. Et ce qui est magnifique, c'est comment cette différence est présente dans le commun lui-même, parce que la façon dont la chose est comprise, dont les propositions la concernant, etc., viennent des différences, comme ça. Et c'est pour ça que je pense que un constructeur de cathédrale, bien sûr, il est religieux, il est chrétien, etc. Mais il y a quelque chose dans la construction de la cathédrale qui fait qu'on peut l'admirer aujourd'hui comme un trésor commun. Et ça, et l'art, dans ses infinies différences, finalement crée une espèce d'universalité particulière qui est la reconnaissance que c'est de l'art, même si c'est des arts absolument différents. C'est pour ça que tu as raison de dire ça. D'une certaine manière, le communisme est déjà là. C'est pas simplement une fiction. Il n'est pas là en politique. Et le fait qu'il ne soit pas là en politique ne veut pas dire qu'il n'existe nulle part, qu'il n'est pas présent. Non. En réalité, à chaque fois que chacun fait quelque chose dans l'idée que ce qu'il fait est une contribution à ce qui est commun, et qu'il le fait dans une espèce de désintéressement, comme ça, il s'y intéresse, mais de façon désintéressée. J'ai toujours proposé l'idée d'un intérêt désintéressé. Ce qui l'intéresse, c'est que ce soit désintéressé. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose comme ça, en un certain sens, c'est un communiste qui s'ignore. Toi-même, ça doit t'arriver. Ja, ich gebe mich aber nicht geschlagen. Du nennst einmal das Theater das lebendige Erscheinen der Idee. Ich glaube in der Rhapsodie pour le Théâtre. Und wie muss man sich das vorstellen? Das führt uns und vielleicht noch dazu zu dieser Frage die Veränderung. Du nennst immer das Ereignis als das, was herausführt aus dem, was ist und perspektivlos erscheint. Wie trägt das Theater dazu bei, zur Produktion eines Ereignisses? Welche Rolle spielt die Idee dabei oder ist das Ereignis ideenlos? Das bringt natürlich auch die Frage auf,
wie weit brauchen wir überhaupt Analyse und Verständnis der Gesellschaft, wenn das wirkliche Geschehen ein Ereignis ist. Donc je pense qu'il y a forcément un côté événement, y compris dans la politique, parce que dans les trois termes de la politique, il y a le mouvement populaire, le mouvement de masse, la levée, la révolte, et ça, quand ça prend une figure importante, ça a une figure d'événement malgré tout. C'est que le moment où tout le monde est obligé de prendre position par rapport à ce qui se passe. Quand il se passe quelque chose tel que tout le monde doit prendre position, doit se déterminer soi-même, il y a quand même un aspect événement. Alors, et le théâtre, c'est toujours une fiction d'événements. C'est-à-dire, on rassemble les gens pour leur montrer qu'il va se passer quelque chose quand même. Hein. Le théâtre, c'est la représentation de la possibilité de l'événement. C'est pour ça qu'il a un rapport à la politique, parce que c'est un événement, ça n'a lieu qu'une fois. Et vous me direz, le théâtre, non. Mais c'est pas vrai. Le théâtre, ça a aussi lieu qu'une fois. Une représentation, c'est une représentation. Même si vous représentez le lendemain la même chose, ça ne sera pas la même chose, ça sera différent. Tous ceux qui ont fait du théâtre le savent, ça. Aucune représentation n'est exactement identique à une autre. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose dans le théâtre comme ça qui est de présenter une singularité qui a lieu, là, sur cet espace, et de la présenter à tout le monde. Et tout le monde est libre de s'identifier ou de ne pas s'identifier ou de reconnaître ou de ne pas reconnaître cet événement unique, cette fiction d'événement qui se passe sur la scène. Et c'est pourquoi on a pu parler d'un théâtre du monde. C'est une expression du théâtre espagnol, le théâtre du monde. Et le théâtre du monde, c'est ça aussi, c'est que ce qui se passe est important lorsque les gens se rassemblent en quelque sorte pour dire il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Et un grand mouvement populaire, c'est ça. Un grand mouvement populaire, c'est pas que tout le monde est là. Non, il peut y avoir énormément de monde, mais c'est jamais tout le monde, vous savez. Même quand il y a 1 million de personnes, il y en a peut-être encore 30 millions qui ne sont pas là. Hein. Donc, ce n'est pas que tout le monde est là, mais c'est que tout le monde doit prendre position sur ce qui se passe. Et ça, c'est une chose que le théâtre essaie de reproduire à sa petite échelle. Et d'ailleurs, ce sera comme dans un mouvement de masse, c'est-à-dire que peut-être certains diront ça c'est très bien et que d'autres diront c'est très mal. Et c'est pareil pour tout événement, y compris un événement politique. Un événement politique, c'est jamais quelqu'un qui unifie tout le monde. C'est en réalité toujours un événement politique, quelque chose qui divise tout le monde. Besser kann man nicht zum Saalmikrofon überleiten. Wir wollen die letzte 20 Minuten nutzen, um ein Mouvement populaire hier zu haben. Bitte. Das ist das Mikrofon. Ich sehe jetzt... Ich glaube, wir haben wirklich viele Fragen und können viele Fragen haben oder ich weiß nicht. Ja. Ich warte jetzt. So, ich habe es bekommen. Danke. Ja, danke. Um vielleicht nochmal etwas von vorhin aufzugreifen. Ich war an einem Punkt jetzt nicht so ganz zufrieden mit den Ausführungen, die erschienen mir doch ein bisschen einseitig, nämlich
an dem Punkt, als es um die Rolle des Staates ging. Ich möchte mal sozusagen eine provokante, aber deswegen eigentlich nicht minder präzise These in den Raum stellen, wie ich denke. Nämlich, dass das Absterben des Staates definitiv, wie gesagt wurde, durch den Kommunismus nicht zustande gebracht wurde. Wobei man allerdings auch so nebenbei bemerkt, zwischen sehr, sehr vielen Formen von Kommunismus unterscheiden muss. Aber im Gegenteil, das Absterben des Staates ist dasjenige, was wir jetzt heute, was vor unser aller Augen gerade stattfindet. Also worauf ich hinaus will, ist, dass die neoliberale Politik besser genau dieses Programm verwirklicht, zumindest an diesem einen Punkt, das sozusagen dem Wortsinne nach mit dem Kommunismus in Verbindung gebracht wurde. Deswegen sozusagen halte ich es für ziemlich problematisch, erstens sozusagen eine pauschale Staatskritik in den Raum zu stellen, eine pauschale Institutionenkritik, und zweitens sozusagen die Lösung politischer Probleme. Ich weiß schon, es wurde die Dreiheit, irgendwie, also die 3 Ebenen der Politik angesprochen, also das weiß ich schon, aber sozusagen auf populäre Bewegungen in der Form zu setzen, dass sie systematisch die Macht des Staates in Frage stellen. Ich würde das um einiges dialektischer verstehen wollen, nämlich insofern, dass uns systematisch und nach formalen Kriterien hergestellte Abmachungen über unser Zusammenleben, die eben durch eine parlamentarische Demokratie herbeigeführt werden, uns gerade schützen können, ja, vor den Zumutungen, die uns das Gegenteil von Kommunismus, nämlich der ein relativ verbrecherische, globalisierte Kapitalismus heute zumuten. Ja. Deswegen würde ich gerne sozusagen eine Einschätzung hören, inwiefern man das nicht vielleicht doch sozusagen ein bisschen differenzierter auch noch darstellen kann. Dankeschön. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que le capitalisme globalisé, c'est d'une certaine façon un dépérissement capitaliste de l'État. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement contemporain des États par leur subordination aux intérêts de l'oligarchie capitaliste. Ça, je l'admets tout à fait. Mais ce n'est pas une raison pour dire que l'État demeure le but central et exclusif de la politique d'émancipation. Nous ne pouvons pas faire aucune confiance à l'État parlementaire pour nous défendre de quoi que ce soit. Il ne nous défend pas. Au contraire, il accepte son dépérissement. Et je dirais même qu'il organise son propre dépérissement. L'incapacité de l'État démocratique contemporain, qui est manifeste, n'est pas due à lui-même, il est dû à sa subordination interne, intrinsèque aux mécanismes généraux du capitalisme globalisé. Par conséquent, je n'exclus pas du tout qu'à certains moments de la circulation entre mouvements populaires, organisations politiques et États, il faille renforcer l'État. C'est possible à certains moments, je ne l'exclus pas du tout. Simplement, ça ne peut pas se faire dans l'idée que l'État est l'incarnation de la nouvelle politique, ce qui a été quand même absolument le cas dans l'époque bolchevique stalinienne. Donc, j'ai bien dit que c'était à 3 termes. Donc, dans ces 3 termes, il y a l'État. Même si c'est l'État organisé selon son dépérissement, mais son dépérissement au nom du commun, c'est-à-dire son dépérissement communiste. L'affaiblissement des États par le capitalisme, c'est simplement la croissance du pouvoir de plus en plus exclusif de l'oligarchie capitaliste mondiale. Parce que le capitalisme mondialisé n'a qu'un rapport indirect aux États nationaux, c'est ça le problème. C'est pour ça que nous voyons apparaître d'ailleurs des tas d'organismes qui ne sont pas nationaux. Nous voyons apparaître le Fonds monétaire international, nous voyons apparaître la régulation internationale des marchés, nous voyons apparaître la Commission européenne, etc. etc. Se constituent petit à petit des choses qui sont en réalité des États, mais des États transnationaux et complètement subordonnés à l'organisation générale du capitalisme international.
Donc il y a un dépérissement des États nationaux, il y a une croissance, une création d'une bureaucratie planétaire au service direct des intérêts de l'oligarchie. Et je suis d'accord avec vous, ça n'est pas du tout quelque chose de... Ce type d'affaiblissement des États nationaux n'est pas du tout en notre faveur. Donc, ce que je critiquais, c'était uniquement la conviction que la nature interne du communisme révolutionnaire se réalise dans une forme singulière de l'État. Ça, je ne crois pas. In einer gewissen Weise schließt meine Frage an den Vorredner an, aber in eine ganz andere Richtung. Das Gespräch ging ja aus von der Flüchtlingskonstellation. Und könnte man, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, könnte man die Situation, die wir hier haben, zugespitzt, man könnte von Kontrollverlust des Staates reden und in der sogenannten Willkommenskultur die Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Akteure könnte man ganz zugespitzt, meinetwegen in Worten von Michel Foucault, als eine in Ansätzen sozialistische Gouvernementalität oder Selbstgouvernementalisierung der Akteure bezeichnen. Würden Sie dem zustimmen? Könnte man diese positive Sicht auf diese momentane Konstellation in Ihren Begriffen auch fassen als Elemente Kontrollverlust des Staates, also der Staat ist nicht mehr allmächtig und die zivilgesellschaftlichen Akteure, Stichwort Bewegung, würden Sie das so sehen oder kann man das nicht so sehen? En ce qui concerne l'exemple, il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu parce que l'activité dont vous parlez, l'activité de la société civile en direction des réfugiés, etc., en tant qu'activité indépendante de l'État a eu lieu, mais aussi le contraire. Il y a eu aussi d'importantes manifestations opposées aux réfugiés. Donc pour l'instant, le statut général de la question est incertain, il n'est pas tranché. Et en définitive, il se pourrait bien que ce soit quand même l'État qui le tranche, à la fin des fins. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, au vu de cette situation perturbée, en effet, où l'État semble ne plus contrôler la situation en apparence, avec d'un côté des mouvements de sociabilité communautaire, mais de l'autre aussi des réactions nationalistes violentes, l'État intervienne comme il fait toujours, en arbitre de tout ça, en prenant des décisions fermes. Donc la séquence n'est pas du tout terminée. La séquence de cette crise n'est pas du tout terminée. Je ne crois pas, moi, mon hypothèse n'est pas du tout qu'elle représente une merveilleuse socialité commune dans l'élément d'un affaiblissement de l'État. Je ne la vois pas comme ça. Il y a eu un mouvement, mais ce mouvement n'a pas réglé encore ni ses figures d'organisation, ni son rapport à l'État. Donc les trois termes ne sont pas en véritable circulation. Donc je dirais que sur la question des réfugiés, la politique elle-même est encore à trouver. Pas simplement celle de l'État, mais celle du mouvement lui-même. C'est ce que je dirais sur ce point. Et donc, il y a une chose, vous savez, qui m'a beaucoup frappé dans ces derniers temps, dans ces dernières années, c'est l'affaire du printemps arabe, et notamment du mouvement en Égypte. En Égypte, on a eu un mouvement populaire d'une importance extrême et d'une unité très profonde. On a vu les différences religieuses être atténuées dans le mouvement, on a vu les musulmans et les coptes travailler ensemble, on a vu l'unité d'un mot d'ordre, Moubarak dégage, on a vu l'action protectrice des jeunes révolutionnaires pour des gens, des femmes, des gens de toute provenance. C'était vraiment un mouvement populaire à certains égards exemplaire. Ben aujourd'hui, nous avons le retour tel quel, en pire peut-être, de l'État antérieur. Nous avons de nouveau le régime militaire, ses opérations dictatoriales, la torture dans les commissariats,
sous prétexte d'évacuer les frères musulmans, l'armée a tiré sur des manifestations en faisant quelquefois jusqu'à plus de 1000 morts dans la même journée. Et maintenant, on traque les révolutionnaires et on mène une propagande incessante et, semble-t-il, non sans succès, sur le fait que le printemps arabe, le mouvement en Égypte, a été en fait un mouvement provoqué par des manœuvres étrangères, etc., etc. Et là, pourtant, ça avait duré. Ça avait été un mouvement qui durait, qui semblait fort, qui semblait organisé pendant un mois. Donc, c'est une preuve tout de même terrible de ce que le mouvement à lui seul ne constitue pas une politique. Ce qui a manqué, ce qui n'a pas existé, c'est l'organisation politique à mi-chemin entre l'État et le mouvement, parce que ce qui est venu à la place de cette organisation qui n'existait pas, ça a été les frères musulmans, qui se sont en fait imposés comme la seule force organisée, alors qu'ils n'étaient pas responsables du mouvement, ce n'était pas eux qui avaient fait le mouvement, ils se sont imposés là, et tout a été déréglé. Et c'est une leçon de choses, ce mouvement en Égypte, sur le fait que, là encore, en définitive, il n'y a eu que deux termes véritables, qui ont été le mouvement et l'État. Et faute d'autre chose, qui est à inventer de fait, mais qui n'a pas existé, le mouvement a, de façon tout à fait extraordinaire, ramené au bout du compte l'ordre ancien. L'ordre ancien, c'est-à-dire, était le gouvernement militaire. Alors voilà, c'est pour ça, je pense que dans les situations concrètes, il faut être très attentif, à cause de tout ça, il faut être très attentif à la composition effective des différents acteurs et à leurs liens internes. Et moi, je pense qu'en Allemagne, l'État n'a pas du tout dit son dernier mot. Il a laissé faire dans un premier temps, il a laissé faire aussi un peu de l'autre côté, comme ça, et il attend le moment où il pourra prendre des décisions arbitrales fermes, qui seront nécessairement, à mon avis, largement négatives. Ja, vielen Dank für den Vortrag, den ich sehr erfrischend fand, obwohl er ganz viel Altes beinhaltete, zum Beispiel Marx und zum Beispiel Lenin. Genau, nichtsdestotrotz war es für mich ein erfrischender Vortrag. Ich würde gerne zwei Anmerkungen machen zu der Arithmetik oder zu genau den Zahlen. Also auf der einen Seite fehlt mir, glaube ich, dass es nicht die Bewegung ist, sondern dass es Bewegungen sind. Also genau, Sie müssen jetzt hier konkretisieren und präzise sprechen, aber ich würde denken, wenn es darum geht, um welche Politik es geht oder sozusagen, oder wie kann es weitergehen in dieser Welt, kann das nur eine Pluralformulierung sein, also keine Vereinheitlichung. Sie haben ja auch die Vielfalt angesprochen. Genau für die deutschen Verhältnisse würde ich aus meiner Erfahrung raus auch immer denken, dass es eher 4 gibt und nicht 3. Das ist der Staat, die Bewegung, die Organisation der Bewegung und die parlamentarische Linke. Also sofern sie sozusagen da ist oder als, ja, genau wie man die identifiziert. Und dann noch eine Anmerkung zu dem Vierklang, zu der Abschaffung Privateigentum, Arbeitsteilung, sozusagen Staatskritik oder Kritik an Nationen und Internationalismus. Mir fehlt da was Fünftes und sozusagen die Lokalität, weil in der parlamentarischen Demokratie das ist ja auch eine repräsentative Demokratie und sozusagen mir wäre noch wichtig anzumerken, dass es sozusagen darum geht, dass ich die Dinge, die mich betreffen, mir auch selber in die Hand nehmen muss. Ne? Also was Sie am Anfang meinten mit die Geschichte wird urteilen über uns. Und das wäre sozusagen auch einer der Punkte, wo ich ja diese neue Politik vielleicht schon sehen würde. Jetzt, ich habe überhaupt keine Erfahrung in lokalen irgendwie Landwirtschaftsprozessen oder so, aber sozusagen ich muss dort, wo ich lebe, genau, das wäre noch eine Ergänzung. Das waren meine Punkte. Ja. Oui, là, je ne peux que vous dire mon accord. D'abord, c'est vrai qu'il
faut plutôt parler des mouvements. D'ailleurs, le mouvement, évidemment, c'est un peu la figure du multiple, lui. C'est la figure du commun dans sa multiplicité effective. Et comme je l'ai dit, comme les mouvements sont les vrais mouvements avec les différences, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des différences mouvements ou des différences dans le mouvement. De toute façon, le mouvement, c'est la création qui rappelle que le commun est fait avec des différences. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc là, je suis absolument d'accord. Et sur la localisation, je le suis aussi tout à fait. C'est-à-dire que c'est un des aspects d'ailleurs du dépérissement de l'État. C'est-à-dire que toute une série de questions peuvent être tranchées à un niveau qui n'a pas besoin de remonter jusqu'à une autorité séparée. Et ça, je le crois tout à fait. D'ailleurs, bien des choses qui donnent lieu à des procès, à des incarcérations, etc., devraient pouvoir être réglées dans l'espace d'un comité local qui connaîtrait concrètement les données et qui se soucierait de ses propres affaires. Donc, le dépérissement de l'État, c'est aussi, en effet, la possibilité que quantité de questions qui sont aujourd'hui, qu'on ne peut pas décider sans remonter à un niveau bureaucratique élevé, pourraient l'être au niveau où elles se posent, tout simplement, où elles surgissent, où elles existent. Ça, de ce point de vue, je suis donc tout à fait d'accord avec vous. On peut ajouter ça, mais moi, je l'inscrivais dans le dépérissement de l'État, si vous voulez. On peut inscrire qu'effectivement, il faut se rapprocher le plus possible du fait que les affaires sont examinées et traitées au niveau de leur existence même, et pas par des médiations, des représentations, etc. Wir haben da oben noch eine Wortmeldung und hier unten noch eine. Ja, oh, that's, Geht das, wenn ich hochgehe? or maybe we start with this question down here and then you pose your question, okay? Bitte. Also jetzt ist das Mikro überhaupt weg auch. Ach, wir haben nur eins. Das habe ich nicht verstanden. Entschuldigung. Sorry. Okay. Ja, ist C'était funktioniert. là-haut. Ja, oui, oui, c'est là. Ach ja, doch eins. Jetzt ist es aber auch schon oben. Jetzt machen wir jetzt halten wir die Reihenfolge ein. Entschuldigung. Yeah, thank you. I just wanted to ask, how do you understand the role of university in the idea of the popular movement, the way it is at the moment today? Le rôle de l'université. Ja, oui. Dans le mouvement révolutionnaire. Bah, je pense que l'université, là, on ne va pas la prendre comme une institution d'État. On va la prendre comme un lieu collectif où peuvent se faire des discussions, des échanges d'idées, des enseignements, etc. etc. Donc je pense qu'en réalité, il faut poser la vieille question du rôle des jeunes intellectuels dans les mouvements populaires. Très ancienne question et qui a une longue et très passionnante histoire tout du long. Et je pense que ce rôle a toujours été et demeure très important. Il est très important parce qu'il y a chez les étudiants encore, chez les étudiants dans le milieu universitaire, il y a des capacités de mobilité, y compris de mobilité, de trajets nouveaux dans la société. Ce qui caractérise l'université, c'est quelle est la formation théorique ou pratique de la masse des jeunes qui accèdent à l'université. Et ils peuvent transformer cette situation en une situation qui est de trajet dans la société en direction de ceux qui ne sont pas dans la position particulière qui est la leur, de façon à apprendre d'eux et qu'eux leur apprennent aussi quelque chose. Et donc, en définitive, on constate dans l'histoire que ce qui se passe dans les universités du point de vue politique a toujours une résonance générale. Évidemment, si je prends un exemple que je connais parfaitement, mai 68 en France, c'est largement le caractère très singulier du fait qu'une révolte étudiante massive a déclenché une grève générale ouvrière.
Et après, dans cette expansion tout à fait particulière, les étudiants, ou en tout cas toute une série d'entre eux, ont fait des trajets, se sont intéressés aux usines, ont fait des réunions avec des ouvriers, etc., etc. Et donc on a eu là quelque chose de réellement intéressant du point de vue de la politique nouvelle, du point de vue du 3, du 4, etc. Parce que il y avait eu ce mouvement étudiant, et il y avait eu un déclenchement, d'ailleurs fait localement au départ par de jeunes ouvriers qui n'obéissaient plus aux syndicats et qui s'est développé de façon extraordinaire. Alors après, il y a des contradictions, les appareils officiels essaient de reprendre le pouvoir, bon, évidemment. Mais je pense que la question de la relation possible entre ce qui vient du milieu universitaire et les mouvements populaires est une donnée constitutive de la politique moderne. Ich möchte noch einmal von der Universität jetzt zur Kunst übergehen und zum Verhältnis zwischen Wissenschaft, Politik oder Politik und Kunst. Meine Frage konzentriert sich dann ein bisschen auf die Person von Bertolt Brecht. Brecht war jetzt nun tatsächlich ein Angehöriger der zweiten Phase. Sie unterscheiden ja mehrfach immer zwischen dieser ersten Phase der kommunistischen Bewegung, wo Sie sagen, das geht bis zur Pariser Kommune, und dann danach ist es die Geschichte der Partei. Brecht war nun ganz und gar ein Mann dieser zweiten Phase, aber doch einer von denen, in dessen Werk man manchmal Dinge findet, auch, die ein wenig auch transformierend sind. Und jetzt gibt es diese schöne Stelle in Ihrem kleinen Buch zur Innenästhetik, wo Sie als einer der wenigen, das passiert selten, nicht nur zu Brecht sagen, und das ist dann auch eben etwas, woran wir heute lernen können, zu sagen, was ist da früher falsch gemacht worden, wo Sie nicht nur sagen, Brecht hat in irgendwelchen Kommentierungen zu den stalinistischen Prozessen was Stalinistisches von sich gegeben und was Falsches gesagt oder Schlimmes gesagt, sondern Sie gehen ja auch darauf ein, er war als Künstler stalinistisch und reden über Verfremdungseffekte. Ich habe das gelesen, ich möchte es mal aus Ihrer Sicht sehen. Sie sagen, die Wahrheitsbeziehung, die er in seiner Kunst habe und die Art und Weise, wie Subjektivität vorkommt, wenn ich das recht sehe, lasse dieses Urteil zu. Also sozusagen in beider Hinsicht, mich interessiert die Position zu Brecht, mich interessiert aber auch sozusagen die Lernform, ja, für heutige Kunst, die in diesem Urteil steckt. Dankeschön. Vous savez, d'abord j'aime beaucoup Brecht. Je sais très bien que Brecht a été une figure ambiguë, complexe. C'est-à-dire que Brecht est de l'époque, en réalité, de l'État stalinien. Et il accepte d'être de cette époque. Il revient en Allemagne, bon, après avoir un peu hésité quand même. Enfin, il finit par revenir en Allemagne, dans l'Allemagne de l'Est, et à y devenir quand même une espèce d'autorité officielle. Donc je sais ça. Mais je sais aussi que c'est un personnage extraordinairement rusé, Brecht. C'est un personnage qui sait parfaitement dire deux choses en même temps. Et il a mené une espèce de guérilla souterraine, compliquée, parce que sa conscience, y compris d'artiste, intégrait le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il l'a su progressivement, mais il l'a su. Et il a fini par représenter et se représenter lui-même dans des personnages qui sont divisés en vérité. La plus magnifique création de ce point de vue-là, c'est Galilée. Brecht s'est absolument reconnu, enfin, en fait, il s'est inventé dans Galilée. Et il s'est inventé en représentant quelqu'un qui, d'une certaine manière, obéit à l'autorité sans lui obéir. Et là, c'était son portrait de lui-même. C'était son rapport à l'État, vraiment. C'est-à-dire qu'en réalité, dans Galilée, l'État stalinien est représenté par
l'autorité religieuse, et Brecht est représenté par Galilée. Et alors, Galilée va dire, va accepter de renier en partie de son œuvre, mais il va s'arranger pour que transmettre cette œuvre à un jeune nouveau, il va faire savoir, etc. Alors, ça, c'est la fonction de l'art aussi, c'est une des fonctions de l'art. L'art a toujours été un lieu où on peut arriver à dire ce qu'il est interdit de dire. Voilà. Et ça a été un exercice de tous les grands artistes de l'époque stalinienne. C'est-à-dire dire ce qui est interdit de dire. Alors vous pouvez le faire dans l'art parce que l'art, ça invente des formes. Alors, dans la forme nouvelle, vous arrivez à dire ce qui est interdit de dire parce que on ne reconnaît pas tout de suite. Il y a une stupidité de l'État aussi quand même. Il y a une bêtise fondamentale de l'État, ça c'est certain. Et cette bêtise de l'État, elle arrive, l'art la trompe parce qu'il invente une manière de dire qui n'est pas vraiment complètement reconnue. Et je crois que Brecht, je l'admire à ce niveau-là. Il a été un grand maître, un des rares grands maîtres de l'art de dire et de proposer, sous l'État stalinien, des choses qui normalement ne devaient pas pouvoir être dites. Voilà. Et ça reste aujourd'hui même une fonction vivante de l'art, parce que l'invention formelle, y compris dans le roman, dans le poème, y compris dans la théorie, en un certain sens, l'invention formelle, c'est aussi l'invention qui permet de faire passer le nouveau sans qu'il soit immédiatement bloqué, paralysé ou réprimé, parce qu'il a été, pendant un instant, pas bien reconnu, quoi. Et Brecht, c'était vraiment un maître de ça. D'ailleurs, c'était le roi des trompeurs. Mais après tout, le théâtre est une vaste tromperie. Toujours. Le théâtre montre ce qui n'existe pas, donc il peut aussi dire ce qu'on ne peut pas dire. Machen wir Schluss, oder? Ist doch. Aber ich möchte mich noch bedanken bei dir, Alain, und bei unserem Übersetzer da oben in der Kabine, bei Vincent von Wroblewski, und auch bei Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Teilnahme. Und Sie haben ja wunderbar dazu beigetragen, dass wir hier dieses Programm realisiert haben, im kleinen Lokal zusammen etwas nachzudenken und vielleicht ein bisschen weiterzukommen in Richtung auf eine bessere Welt. Guten Abend.